KLR pour le hip-hop non-stop. AIRV mon homeboy, mon homie. J'ai qu'à te dire mes refrains. Salut tout le monde, alors nous revoilà sur Generis 5+. On va procéder à l'étude donc de cette chute libre avec vitesse initiale. Par contre, ici, j'ai pris de manière accélérée les étapes de montage de la vidéo et chronophotographie. J'ai déjà montré tout ça en détail dans la vidéo étude énergétique d'un pendule. Je vous laisse vous y référer si vous avez des questions, et si vous en avez d'autres, vous m'envoyez des mails. À la fin du traitement, on va regarder au graphique ce qui est représenté. Alors, comme d'habitude, il y a la position de X et Y en fonction du temps. On voit ici que Y décrit une parabole et X une droite. À la fin de la vidéo, vous verrez la démonstration des équations horaires, théoriques. Donc on pourra les comparer à ces évolutions-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut représenter X et Y en fonction du temps ou changer l'abscisse. Par exemple, je pourrais représenter Y en fonction de X. Et on constate qu'il s'agit d'une parabole également, donc chose qu'on pourrait vous demander de démontrer éventuellement. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, alors je remets Y et X en fonction du temps. Alors ce qu'on pourrait vous demander de manière assez classique, c'est de déterminer la flèche. Ce qu'on appelle la flèche, c'est la hauteur maximale atteinte lors de la trajectoire. Donc pour ça c'est très simple, on représente Y en fonction du temps, et avec l'outil pointeur, je vais venir lire directement sur la courbe le point atteint le plus haut. Le problème, c'est qu'on pourrait se demander s'il ne nous manque pas des points. Donc pour corriger ça, on va faire une modélisation. Donc vous allez dans modélisation graphique. On choisit la grandeur à modéliser, donc Y de t. On voit ici que c'est une parabole. Et je place mes points de manière à ce qu'ils collent le plus possible aux points expérimentaux. Pour sauvegarder ce modèle, il faut absolument lui donner un nom, sinon on ne pourra pas cliquer sur conserver. Et avant de cliquer sur conserver, je note bien les coefficients proposés par la modélisation. Parce que dès que j'aurai cliqué sur conserver, ils disparaîtront. Donc on va éviter une panique. Et donc une fois que j'ai Y en fonction du temps, alors là j'ai toujours la droite générale de la modélisation qui m'embête. Alors pour l'enlever, il suffit d'aller sur par exemple l'onglet calcul, voilà, hop, et comme ça rend le truc plus lisible. Et toujours avec l'outil pointeur, je vais venir lire la position maximale atteinte lors de la trajectoire, voilà, facilement. On peut vous demander également la portée, alors c'est le point le plus loin atteint lors de la trajectoire. Donc voilà, on le lit de la même manière. Alors ce que je voulais vous montrer également, c'est une autre méthode pour obtenir l'évolution des vitesses, Vx et Vy. Donc la dernière fois, on a procédé à une méthode manuelle de calcul de vitesse instantanée. Là, on va s'intéresser à l'outil dérivé, qui se trouve dans l'onglet calcul, et qui va nous permettre d'appliquer la définition qu'on a vue en classe, à savoir que Vx, c'est dx sur dt, et Vy, dy sur dt. Alors petit rappel, pour dériver une variable, il faut d'abord que la variable soit sélectionnée sur le graphique, c'est-à-dire qu'elle apparaisse bien sur le graphique, sinon ça n'apparaîtra pas dans le menu déroulant, donc attention à ça. Donc on procède à la dérivée de x de t et de y de t. Donc pour plus de lisibilité, on enlève xy de la représentation. Et pour exploiter au mieux ces courbes, on va les modéliser. Donc je commence par y de t par exemple. On voit que c'est une droite. Hop, je positionne les points toujours comme tout à l'heure pour qu'ils collent le plus possible aux points expérimentaux. Je lui donne un nom. Alors cherchez pas l'originalité. Vous notez bien les coefficients proposés par la modélisation. Je fais pareil pour Vx. Donc je lui donne un nom, bien sûr. Je note les coefficients et je clique sur conserver. Alors là, on va se prendre un instant pour bien comprendre l'évolution de la vitesse selon l'axe Y. En effet, on voit que Vy est modélisé par une droite décroissante. Ce qui n'est pas vraiment intuitif, puisque pendant une trajectoire parabolique,
de manière intuitive, on se dit, bon, ben, lorsque l'objet est en phase montante, la vitesse globale du système va diminuer. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ben, le système arrête de monter et il va se mettre à redescendre. Et lors de la phase descendante, on va voir que la vitesse globale va augmenter. Donc pour bien comprendre ça, je fais une petite parenthèse. Je fais apparaître ici, regardez, y, non pas en fonction de t, mais en fonction de x. Et lorsque j'ai cette représentation-là, le logiciel possède l'option vitesse et accélération qui va me permettre carrément de faire apparaître le vecteur vitesse ou accélération, ou les deux, bon bref, en fonction de la position pointée. Hein. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse. Je fais apparaître en même temps, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, l'évolution de VY à gauche, et je laisse le graphique Y en fonction de X à droite. Et pour chaque position, on va regarder ce qui se passe. Et on va décomposer l'étude en deux temps. Un premier temps, lorsque le système est en train de monter, ce qu'on va appeler la phase montante ou la phase ascendante, puis une deuxième phase, lorsque le système se mettra à redescendre, hein, ce qu'on appellera la phase descendante. Donc regardez bien, pour les deux graphiques, c'est bien la même position qui est pointée à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on constate? Lors de la phase ascendante, on voit déjà que le vecteur vitesse est orienté vers le haut. D'accord? Ce sera important pour bien comprendre la suite. Et on voit également que la longueur du vecteur diminue. Ça veut dire que la norme du vecteur vitesse diminue, ce qui est bien cohérent avec ce qui est observé à gauche. On a une droite décroissante, donc une norme qui diminue. Tout va bien. Je continue mon ascension, et là, j'arrive à une position très intéressante, puisqu'il s'agit de ma position, mon extrémum, ma flèche, et on constate que le vecteur vitesse est parfaitement horizontal. Ce qui veut dire que, finalement, la vitesse, selon l'axe Y, est bien nulle, ce qui correspond à ce qu'on observe à gauche. On n'a qu'une vitesse définie selon l'axe X. Attention, ça ne veut pas dire que la vitesse est nulle, ça veut dire que la vitesse en Y est nulle. On peut voir d'ailleurs sur le graphique que Vx n'est jamais nul. Ensuite, je vais attaquer la partie descendante de la trajectoire. Et on constate que, au même moment, sur le graphique de gauche, la vitesse Vy passe dans les valeurs négatives en dessous de l'axe des abscisses. Et à droite, on peut voir que lors de la phase descendante, la longueur du vecteur augmente, ce qui veut dire que la norme du vecteur vitesse Vy augmente. D'accord? Et c'est là, en général, que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit que la norme, elle augmente, alors qu'à gauche, on a une droite qui continue de descendre. Mais mes petits loulous, en fait, il faut bien regarder le sens du vecteur. Sur la phase descendante, le vecteur est orienté vers le bas, alors que tout à l'heure, dans la phase montante, il est orienté vers le haut. Et c'est ce qui explique que Vy est négatif, puisqu'il est orienté dans le sens opposé au vecteur unitaire J. C'est-à-dire qu'il continue d'augmenter, mais du côté négatif de l'axe. Voilà pour l'interprétation de Vy. Alors les évolutions de ces vitesses sont précieuses. Elles vont également nous permettre de déterminer l'angle de lancée, ou encore la vitesse initiale. Donc pour bien comprendre pourquoi, on va faire un tout petit peu de théorie. Un petit peu, bah ouais, bon, on est obligé des fois. Alors, petit rappel de la situation. On a un système qui est lancé avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Pour déterminer alpha, il va falloir qu'on trouve des expressions mathématiques qui contiennent cet angle alpha. Et comme c'est V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale, eh bien je vais pouvoir exprimer l'angle alpha en fonction de V0. Donc je fais la projection de V0 sur l'axe X, j'obtiens ainsi V0X, et je fais de même selon l'axe Y, afin d'obtenir V0Y. Et je vais bien définir le vecteur V0 comme étant la somme d'un vecteur V0X et V0Y. Comme je me retrouve dans des triangles rectangles, je vais pouvoir faire un petit peu de trigo et exprimer cos alpha et sin alpha. Donc comme vous savez, le cosinus alpha, c'est le côté adjacent, donc V0x sur l'hypoténuse, V0.
Et là, j'ai bien V0x qui est exprimé en fonction de alpha. Je peux faire de même avec sinus alpha afin d'obtenir l'expression de V0y. Donc j'ai voulu vous montrer ces expressions parce que c'est souvent ce qui va vous intéresser pour les écrits du bac. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la détermination de alpha. Donc voilà l'expression pour calculer alpha. Donc je peux utiliser l'un ou l'autre, aucune importance. Par contre, je ne connais pas les valeurs ni de V0, ni de V0x, ni de V0y. C'est là que va nous aider Generis. Grâce à l'outil pointeur et les courbes modélisées, je vais pouvoir lire tranquillement V0x ici, ainsi que V0y ici. Et une fois que j'ai bien noté ces valeurs, je vais pouvoir calculer facilement la norme de V0. Et comme j'aurais lu également V0x et V0y, eh bien je pourrais calculer l'angle alpha. Et on est au top. Maintenant qu'on a interprété à fond l'évolution des vitesses, on va s'intéresser à l'évolution de l'accélération. Donc, par la même méthode, je vais utiliser la fonction dérivée pour avoir l'accélération selon x et selon y. Donc voilà ce qu'on obtient. Et on va regarder un petit peu la théorie pour comparer ce qu'on a obtenu expérimentalement avec la théorie. Donc là, attention à la méthode. Si on vous demande les coordonnées de A, c'est sûrement qu'on va vous demander les équations horaires, voire de trajectoire, etc. Donc vous faites ça proprement. On définit d'abord le système, puis le référentiel. On précise bien que ce référentiel est supposé galiléen, parce que sinon on ne pourra pas utiliser les lois de Newton. Et ensuite, on applique la deuxième loi de Newton, que vous appellerez plus tard PFD, principe fondamental de la dynamique. Comme on est dans le cas d'une chute libre, il n'y a que le poids qui s'applique. Donc P égale à MA. M étant la masse du système. Donc le poids, masse du système fois l'intensité de pesanteur, vectorielle, égale à MA. Je simplifie et j'ai donc le vecteur accélération qui est égal au vecteur intensité de pesanteur. Donc maintenant, il faut établir l'expression vectorielle de G proprement. Donc il s'agit de l'intensité de pesanteur qui est uniforme dans la zone de l'expérience. Pour établir l'expression vectorielle de G, j'ai besoin de définir les vecteurs unitaires de mes axes. Donc G étant défini a priori selon l'axe Y, je vais l'exprimer selon le vecteur unitaire de l'axe Y, qui est J. Et comme il est opposé à J, eh bien il y a un moins. Donc finalement, je peux écrire que A égale moins G, J. Alors vous devez vous habituer à noter différemment ces vecteurs, que ce soit en notation horizontale comme là, ou verticale, qui sera plus utilisée dans le supérieur. On va donc pouvoir maintenant sur Generis vérifier tout ça. Alors on voit que AX est bien nul et AY est bien égal à moins G. Donc tout va bien. Alors ici, on pourrait vérifier également avec la représentation Y en fonction de X et l'option représentation de vecteur, accélération. Donc on constate que le vecteur accélération a toujours la même longueur, donc il est constant, toujours orienté vers le bas, donc c'est bien en accord avec ce qu'on a établi théoriquement. Donc voilà un exemple de ce qui pourrait vous être demandé aux ECE, par exemple. Tant que je vous tiens, je vais aller un petit peu plus loin au niveau de la théorie, puisque maintenant qu'on a l'expression vectorielle de l'accélération, on va pouvoir déterminer les équations horaires.
donc j'ai résumé tout ce qu'on connaissait et on va pouvoir déterminer OG de t vectoriel, hein, donc qui est constitué de x de t et de y de t. Voilà pourquoi on appelle ça équation horaire, puisqu'elles dépendront du temps. Donc pour ça, vous devez bien connaître les définitions dont on a parlé tout à l'heure. L'accélération résulte d'une variation de vitesse, donc a égale dv sur dt, ce qui va me permettre par intégration de déterminer une expression de la vitesse. Donc j'intègre par rapport au temps. Et pour vous rassurer, on va faire une petite vérification à chaque fois. Donc ici, j'ai bien l'accélération AX, c'est bien dvx sur dt, AY dvy sur dt. Et donc on va dériver l'intégration que j'ai proposée juste avant. Donc là, je veux dériver une constante. Ben, par définition, une constante ne varie pas, donc sa dérivée est nulle. Donc ça, c'est en accord avec AX. Et pour VY, je dérive moins GT plus la dérivée de la constante C2. Et j'obtiendrai bien moins G, puisque la constante C2, comme tout à l'heure, ne varie pas, sa dérivée sera nulle. Donc je suis bien en accord avec l'expression de A. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de déterminer les constantes C1 et C2, grâce aux conditions initiales. À l'instant initial, on a établi tout à l'heure les coordonnées de V0. Et donc, par identification, je vais pouvoir déterminer C1 et C2. Donc, à t égale 0, j'ai toujours C1 en Vx. Et en Vy, t égale 0. Donc, j'ai bien moins g fois 0 plus C2. Égale C1, C2. Et par identification, je peux écrire que C1 égale V0 cos alpha et C2 égale V0 sin alpha. J'ai résumé en haut à droite les équations horaires de la vitesse. Je vais donc pouvoir chercher les équations horaires du mouvement, OG de t, toujours en utilisant les définitions. Donc la vitesse correspond à une variation de position par rapport au temps. Donc par intégration, toujours par rapport au temps, je vais obtenir OG de t. Donc pour se rassurer, on va se faire la vérification. Ah, je sais, j'écris très très vite. La variation des constantes est nulle. Et là, on constate qu'on obtient bien la même chose que tout à l'heure, V0 cos alpha pour Vx et moins GT plus V0 sin alpha pour Vy. Donc tout va bien. Et je vais déterminer maintenant mes constantes, C3 et C4, grâce aux conditions initiales. Donc OG à t égale 0 est égal à 0, 0 selon Y et 0 selon X, puisque j'avais sélectionné l'origine du repère comme étant l'origine des dates, et ça correspondait en plus à la position de mon système à t égale 0. Et comme tout à l'heure, par identification, je vais pouvoir déterminer C3 et C4 en remplaçant t par 0 dans les équations horaires que j'avais obtenues en intégrant. J'ai donc mes constantes qui sont égales à 0, et voilà ce que j'obtiens in fine comme équation horaire. J'ai donc x de t et y de t. On peut vérifier sur Generis que les coefficients correspondent bien. Et effectivement, regardez, A est bien égal à l'intensité de pesanteur. Et on retrouve également en B la valeur de V0 sin alpha que vous avez noté tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé pour cette étude. Écoutez, j'espère que ça vous aura été profitable. Regardez-la autant que vous voulez et essayez de poser des questions par mail ou en classe si ça ne va pas. À bientôt. Hey Chico, tu as réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est très bien mon ami. Tu as envie de venir danser la salsa avec nous, hein? Au Carnaval Future Brasil, c'est bien mon ami, mais avant il y a le bac.
Alors tu dois prendre des bouquins, réviser, tu passes le bac, tu as le travail, tu as l'argent, que tu voyages, que tu es avec nous pour faire le carnaval. Oh, tout bien, tout bien. Oui, je compte sur toi, ne me déçois pas. Comment ça, il est nul mon accent? Mais c'est pas mexicain, c'est brésilien. Brasil, futebol, tudo bem. De toute façon, j'y suis jamais allé, moi.